Et ma mère est quelqu'un qui a déménagé 2 fois dans sa vie. L'idée de déménager, c'était quelque chose. Là, depuis 2 ans, je vous dirais, depuis qu'il a fini son secondaire, il commence à comprendre que papa puis maman ne seront pas toujours là pour lui. Le moment de la réflexion sur la séparation, il faut l'avoir le plus tôt possible pour que ça se passe le plus sereinement possible. Ici Marine Orsini, bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants, et je vous salue chaleureusement aujourd'hui parce que j'ai su que vous êtes nombreux à nous suivre, à nous écouter, à nous regarder, et on en est très, très, très heureux. Aujourd'hui, nous abordons une étape quand même importante, l'étape de la séparation. Comme proches aidants, nous devrons tous faire face à ce moment inévitable, et pour diverses raisons, va venir le jour où ce sera plus bénéfique, croyez-le ou non, autant pour l'aider que pour vous, pour nous comme proches aidants, d'envisager l'hébergement. C'est une étape de toute évidence forte en émotion, mais nécessaire. Séparation, oui, physique, émotionnelle, voir notre implication autrement, accepter aussi le changement de responsabilité. Il y a vraiment plusieurs étapes à réfléchir, et c'est ce que nous ferons ensemble aujourd'hui avec nos invités. Il y a Magali Dumas, directrice générale adjointe de l'appui pour les proches aidants, qui va nous aider à décortiquer les différents états d'âme. Ce sont les bons mots, différents états d'âme pour le proche aidant. Il y a aussi Marie-France Bazot, oui, la journaliste, l'animatrice qui, elle, est proche aidante de sa maman, qui va nous partager, en fait, sa réalité, son intimité, une belle tranche de vie. Et également Lynn Chabot, maman de Hugo, un jeune homme de 21 ans qui vit avec un trouble léger du spectre de l'autisme. Un beau, beau menu pour vous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Solange a aujourd'hui 93 ans. Il y a de ça 8 ans, le diagnostic est tombé, Alzheimer. Pour nous parler de sa mère, mais surtout de la relation qu'elle a aujourd'hui avec sa maman, l'animatrice et productrice Marie-France Bazot nous rend visite. C'est trop gentil, Marie-France, d'être là. Merci 1000 fois. Merci à toi, vraiment. De faire ce travail-là, essentiellement, c'est vraiment important. Très important. Puis je veux te dire d'emblée, Marie-France, non pas que je doute de ta générosité, mais j'ai quand même été surprise que tu nous donnes accès si ouvertement à ta vie personnelle. Il me semble que je te connais discrète à ce niveau-là. Pourquoi avoir accepté notre invitation aujourd'hui? Parce que j'ai fait, il y a quelques années, un balado justement sur l'Alzheimer de ma mère et toutes les démarches, là où en était l'Alzheimer, les recherches sur l'Alzheimer il y a 4 ans maintenant de ça. Et j'ai vu les réactions, à quel point ça a aidé des gens. C'est quelque chose qu'on vit tous individuellement, de savoir que d'autres le vivent, de savoir les embûches par lesquelles d'autres sont passés. Je trouve que ça rend vraiment service. Alors, je le fais parce que ça rend service. Ouais, puis faut jamais oublier qu'on sera tous aidants un jour, ou on va tous être un aidé aussi, hein? Exactement. Et on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Et chaque individu est différent, chaque relation à l'aider est différente également. Et il n'y a pas un modèle. Et on a l'impression, quand on entre dans ces affaires-là, que voici comment ça devrait se passer. Pas que ça va se passer, que ça devrait se passer. Il y a un bon modèle. Si je ne le fais pas de telle manière, je suis une mauvaise aidante ou je suis une mauvaise fille ou tout ça c'est tellement nouveau, c'est tellement fragile, c'est tellement particulier que tous les modèles sont atypiques. Puis ce qu'on entend beaucoup parler, c'est vraiment ou les histoires d'horreur, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup les cas formidables où ça marche bien, où l'aidant et l'aidé sont dans une relation fusionnelle, puis que c'est donc beau. La vraie vie, là, c'est pas ça. En tout cas, pas pour tout le monde, hein? Non, pas pour tout le monde. Et de montrer que d'autres façons de vivre les choses existent, je trouve ça, c'est ça, c'est faire œuvre utile. Alors, tu fais œuvre utile, et si j'ouvre mon intimité, c'est parce que
ça rend service à des gens. Ouais. Puis quand ça s'y prête, comme aujourd'hui, tu parles assez ouvertement de ta relation, un peu complexe, on peut dire, avec ta maman au départ. Est-ce que vous avez toujours eu une relation complexe, ta mère et toi? Oui, absolument, absolument. J'irais même jusqu'à dire que ma mère fait partie de cette génération de femmes qui ont eu des enfants et qui n'ont pas nécessairement fait le choix d'en avoir. C'est quelqu'un qui savait pas quoi faire avec ses enfants et qui, aujourd'hui, aurait peut-être décidé de ne pas en avoir. Je pense qu'on a été aimés à sa manière. Ça donne des résultats particuliers et ma mère n'est pas ma meilleure amie. Mmh, Elle ne l'a mais jamais été et elle ne l'est pas plus aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'entrer dans son intimité. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur et ce n'est pas mon choix. Mais c'est une obligation et c'est un devoir. Avec tout ce que ça comporte, c'est un devoir. Et tu sais, notre balado s'intitule hein, Des histoires qui résonnent. Puis c'est évident que ce que tu dis là en ce moment, c'est clair que ça va résonner avec bien du monde. Parce que Et c'est je vrai sais, que les oui, relations de famille, c'est pas toujours l'harmonie, c'est pas toujours ben la non. fusion, c'est pas toujours si simple. Et je trouve ça d'autant plus intéressant. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Je sens que tu as comme un élan. Oui, et c'est drôle parce que je me fais parler. Il y a des gens qui viennent me voir spontanément. Une voisine encore à qui je n'avais pratiquement jamais parlé, qui est venue me voir il y a quelques jours pour me dire: «J'ai écouté votre balado parce que je suis pris dans une situation comme ça avec ma mère» et elle dit: «De savoir que ce n'est pas votre amie», elle dit: «Ça m'a tellement, tellement aidée». C'est le cas de beaucoup de monde. C'est ça, on c'est tellement tabou, en fait, de parler de cette maladie-là, de parler d'aidance, de parler du lien qu'on a avec le proche qui est atteint, que, on a l'impression que ça ne supporte aucune aspérité, aucune anomalie, alors que toutes nos histoires de famille sont compliquées, Ouais, sont complexes, sont oui. uniques. Heu, donc jusque dans la vieillesse, c'est sûr que ça continue à être particulier. Ça change, on en parlera, il y a des choses qui ont changé, mais c'est particulier et ça ne peut pas être d'un coup l'épiphanie et ça a toujours été mal avec ta mère, puis là, d'un coup, ça irait bien. C'est pas vrai. Ton père, je lisais, Marie-France, que ton père est décédé à l'âge de 91 ans en 2014. Ta mère s'est Oui. occupée de lui quand même un bon bout de temps. Et il paraît que probablement qu'elle était déjà malade, mais il la protégeait. Vous le saviez pas, c'était pas Oui. clair. En fait, elle ne s'est pas occupée de lui dans le sens de il est décédé assez rapidement, donc il n'y a pas eu, à part les soins palliatifs à l'hôpital, il y a pas eu elle n'a pas eu à s'occuper de lui malade en tant que tel. Lui la couvrait, voyait bien les pertes, on se doutait bien que c'était l'Alzheimer, mais la couvrait, passait derrière elle. On s'est rendu compte quand il est décédé et voyant le bordel rapidement qu'il a pris dans la maison qu'ils habitaient, à quel point il faisait tout. Il faisait les courses, il faisait le ménage, il s'occupait de toute l'intendance, de tout ce qui était rapport d'impôts, de tout ce qui était aller mettre les lettres à la poste. Il s'occupait de tout. Et donc, il la couvrait dans tous les aspects de sa vie, mais dans tous les aspects de la maladie aussi. Oui, oui. Ça paraissait pas trop. Ça Mais comment paraissait c'est pas trop. arrivé tout ça? Parce que, bon, les 3 premières années, elle est restée chez elle, ta mère, après le Oui, diagnostic. oui. Et là, on se rendait compte que on découvrait petit peu tout ce que papa faisait. Et quand je dis on, c'est ma sœur et moi et mon mari. Euh, et on s'est arrangé très rapidement parce que le ménage, là, ça commençait à devenir vraiment pas très, très fréquentable comme lieu, de faire rentrer une équipe de ménage. On lui payait une équipe de ménage. Elle les a toutes mis à la porte successivement. Il n'y a personne qui va rentrer ici. Livraison de médicaments, elle a fini par accepter la livraison de médicaments à domicile. La nourriture, j'allais faire une épicerie, j'amenais les choses, je vidais le frigo, je lui faisais des plats, je lui faisais la cuisine pour s'apercevoir qu'elle ne mangeait pas, que tout moisissait.
qu'elle allait au dépanneur puis qu'elle s'achetait plein de pain de lait qui restait dans le frigo. Ça n'avait plus aucun sens d'arriver et de trouver la cuisinière ouverte. Ça devenait vraiment insalubre, dangereux et inefficace pour elle. Ça n'avait aucun sens. Et c'est là qu'à un moment donné, on a commencé à la maison. Un problème que vivent beaucoup de personnes âgées, c'est qu'ils ont une maison qui a une certaine valeur, mais eux ont uniquement leur pension de vieillesse. Et là, il fallait faire des travaux majeurs dans la maison, il fallait remplacer le toit, il fallait s'occuper de la maison, de l'immense terrain. Évidemment, elle ne faisait plus rien, ni ma sœur ni moi avions le temps de nous occuper de ça. Et elle refusait toute aide de l'extérieur. Donc, ça devenait fou, elle ne pouvait plus rester là. Donc, on a commencé à réfléchir à la résidence pour aînés parce que si elle vendait la maison, là, elle avait les moyens d'aller dans une résidence. Alors, on a commencé à lui en parler. Ça s'est Et passé comment, Marie-France, cette étape-là, de dire, maman, là, je pense qu'il faut que tu vendes la maison, il faut que tu déménages, parce que là, je veux dire, ça fait 3 ans, là, mais c'est comme là, ça se détériore. Est-ce que tu en es consciente? Est-ce que tu as pu avoir cette discussion-là avec elle? Non, pas vraiment. Lui en parler, oui, mais est-ce qu'elle comprenait ce qu'on disait? Je doute qu'elle mesure Elle comprenait qu'elle allait déménager, mais pour elle, elle pouvait tout faire, là. Elle, dans sa tête, encore aujourd'hui, elle se fait manger, puis tout va bien, elle va prendre des marches, puis là, il y a comme une dissonance totale, là. Elle n'est plus là, là-dessus. Elle n'est plus là du tout. Elle était déjà plus là. On a pris les services d'une courtière, en Oui. fait, en résidence, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés, qui nous a Guidée. convaincus dans l'idée qu'on n'était pas les seuls à vivre ça, qu'il y avait des étapes, puis qu'elle était là pour nous aider. Puis, entre autres, d'aller visiter avec ma mère des résidences. Alors, on a sélectionné. Qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir un balcon, je veux être dans le quartier où j'habite, bon, dans le quartier élargi parce que le quartier où elle habitait, il n'y avait pas de résidence. Cette dame-là nous a dit son Alzheimer va continuer à progresser. Donc, réfléchissez au fait que pour l'instant, elle pouvait encore être en résidence autonome à condition que je lui fasse les courses et puis que je m'occupe quand même d'elle. Mais que bientôt, il faudra avoir des soins, une unité de soins. Et ma mère est quelqu'un qui a déménagé 2 fois dans sa vie. L'idée de déménager, c'était quelque chose. Alors, il était hors de question qu'on la sorte d'une première résidence pour l'amener dans une deuxième. Donc, il fallait que dans la même résidence, il y ait une unité de soins. Donc, ça a été un des premiers critères. Là, on a sélectionné dans le quartier, on a sélectionné. Et ça, c'est très curieux, Marina. C'est vraiment quelque chose de. L'Alzheimer, elle avait perdu plein de repères. Elle ne sait plus depuis longtemps quand est-ce qu'on est. Tu sais, je décore dans son appartement selon les saisons pour qu'elle ait un repère. OK, on est dans le temps des fêtes. On est autour de la Saint-Valentin. On est l'été. Je mets des décorations, des fleurs, des tapins, des petits cœurs, vraiment de manière à ce qu'elle ait une temporalité. Elle a perdu beaucoup, beaucoup de prise sur le réel. Et une des choses qui ne se perd pas, c'est la conscience de ton rang social. Ça, c'est fascinant. Écoute, c'est fascinant. On est d'un milieu très, très, très modeste, vraiment très modeste. Et elle vient aussi d'un milieu très modeste dans sa famille. Et donc, on n'a jamais eu beaucoup d'argent. Et ayant vendu sa maison dans un quartier en voie de gentrification, elle a eu un très bon prix. Donc, elle peut se payer une résidence de luxe. Alors, dans les choix de résidence, j'en avais trouvé une sur le bord de la rivière des Prairies avec soin, magnifique, belle résidence, beau hall d'entrée, beaux appartements, bibliothèque, foyer. C'était vraiment. Puis elle est rentrée là, on était, mon mari et moi, puis on a pu s'en reparler après parce qu'on avait vu la même chose. Elle se promène, puis elle longeait les murs, puis elle se sentait. C'était pas la première qu'on visitait. Elle se sentait mal. Puis là, elle nous a dit, à travers son Alzheimer, elle nous a dit: «Je suis pas à ma place». C'était tous des retraités comme plus jeunes qu'elle, visiblement d'un autre milieu social, et elle se sentait déclassée. Elle se serait sentie comme traitée comme
la pauvre de la place. C'est fascinant. Puis après ça, on a ajusté, on a visité d'autres, plus modestes, plus beiges, plus mais très bien, avec tous les services et tout et Mhm. tout. Puis là, c'était correct. C'est Ah fou, oui. hein? Ouais. Et ça serait dû à quoi, Marie-France? Oui, elle a grandi dans un milieu modeste, mais est-ce qu'elle a toujours été comme ça, ta mère? Est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours eu un... Ben, elle a eu le sentiment, effectivement, de ah, ça, c'est trop riche, ah, ça, c'est des snobs, ah, ça, c'est pas mon milieu, c'est pas. Puis dans le rapport à l'argent qu'on peut avoir, puis bon, euh, moi, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle en sociologie l'ascenseur social. J'ai quitté ma classe sociale pour accéder à une autre classe sociale. Euh, Que tu as gagné, que tu as yeah. travaillé, que tu as Oui, oui, bâti, oui, que, oui, ben oui. oui, tu l'as pas volé. Je ne l'ai pas volé, mais c'est pas grave. C'est juste pour dire que euh, elle a toujours senti ce décalage entre elle et moi. Ah oui, toi, on sait bien que tu as les moyens de te payer des belles robes. Il y a ça, il y a ce côté-là, quand on l'a amené au resto. Ah ouais, moi, j'irais pas dans un resto comme ça. Ce côté très fier, mais très dans le jugement aussi. Puis tu as l'impression que tout ça l'a quitté parce qu'il y a plein de couches de, de sensibilité, de perception, de connaissances qui l'ont quitté quand l'Alzheimer s'est mis à progresser. Mais ça, tu vois, d'un coup, dans le choix du lieu de résidence, ça l'a rattrapé et elle a décidé d'être au lieu qui serait le mieux pour elle, qui a retrouvé sa conscience de classe. C'est très, très, très curieux. Comment on se place, Marie-France, dans notre rôle de proche aidante quand on a justement une relation comme toi tu peux avoir ou ta sœur Lucie aussi peut avoir avec ta mère? Relation complexe, chargée, jamais vraiment simple. Quand on devient une proche aidante, et tu l'as précisé dès le départ, c'est parce que je suis obligée, sinon elle serait toute seule. Comment on le vit? Comment on se sent? Est-ce que tu as des périodes où tu te sens coupable? Est-ce que tu as des phases de colère? Est-ce que dans ce rôle-là que la vie, à quelque part, t'oblige à avoir, tu sais? De la colère, il y en a eu beaucoup parce que ça me met dans tous mes états aller la voir. Ça me met vraiment dans tous mes états. Il ne faut pas que j'aille quelque chose à faire ou un article à écrire ou un travail intellectuel à faire après une visite parce que ça me met dans tous mes états. Euh, de la voir si gentille avec moi, alors que ce n'est pas quelqu'un qui a été fin avec moi du tout. De la voir toute gentille, elle a tout oublié ça. Toute cette relation-là, pour elle, c'est oublié. Moi, ce ne l'est pas. Et je ne peux pas lui en vouloir parce que je vois une femme malade et diminuée et qui visiblement n'a plus une once de méchanceté en elle. Donc, on peut avoir le sentiment... Donc, c'est très particulier. J'ai toujours peur qu'elle soit méchante, mais je sais qu'elle ne le sera plus. Et est-ce que tu as le sentiment que c'est comme si ça annulait justement le passé qui a tellement été lourd et que tu Non. t'es frayé un chemin dans ta vie à travers ça et que là maintenant, ben, à cause de la maladie, ce passé-là, comme tu dis, elle a tout oublié ça, mais moi non. Ça doit être difficile de composer avec ça. Oui, ce qui fait que ce n'est pas agréable d'aller la voir. Et en même temps, je sais très bien que si je n'y allais pas, puis pendant la pandémie, j'étais la seule qui était autorisée à y aller. Si je n'y allais pas, puis j'allais, pendant un certain temps, on ne pouvait même pas rentrer. Donc, j'allais la voir. Elle est au rez-de-chaussée. Donc, de son balcon, je peux la voir, lui apporter des trucs et tout et tout. Donc, j'ai jamais coupé ce contact-là parce que je savais très bien, puis tu ferais ça à aucun humain, surtout pas à ta mère, mais je n'ai jamais coupé ce contact-là. Là, je retourne la voir toutes les semaines. Je suis ce genre de proche aidante-là. Elle a tous les soins, donc je n'aide pas à manger ou quoi que ce soit. Là. Puis j'ai pu à lui faire des courses, à lui faire le lavage et tout, mais je lui achète des vêtements, j'achète des trucs qui améliorent sa vie, sa qualité de vie, mais non, c'est vraiment, comme je te dis, je me fais un devoir, c'est un devoir d'y aller avec ce que ça incombe de désagréable, mais de responsabilité, parce que sinon, elle serait seule.
Donc, il faut que j'y aille. Puis ta sœur, Lucie, Marie-France, Ben, c'est une espèce de deal qu'on a entre nous. Lucie, là, comme elle travaille dans le milieu culturel, ça a été une année où elle était plus là, mais autrement, elle est très, très, très souvent en tournée. Elle habitait à l'extérieur du Québec pendant plusieurs mois, il y a une couple d'années. C'est plus difficile. Là, pendant la COVID, j'étais la seule personne autorisée, comme je te dis, à y aller. Donc, pendant 1 an et demi, ça a été uniquement moi. Le deal, c'est que quand je pars en vacances, elle y va. OK. Puis elle, est-ce qu'elle a le même rapport à ta mère? Vous avez toutes les deux toujours eu cette même relation-là avec votre Oui, mère? oui, c'est pas plaisant, ni pour l'une ni Ouais. pour l'autre. Ouais. Elle en est où par rapport à sa maladie? Elle est rendue à quel stade, ta mère, Solange? Je sais pas, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été, évaluée. L'avantage d'être diagnostiquée, de l'avoir eu, elle avait on s'en rend compte maintenant, ça fait 8 ans qu'elle est diagnostiquée, mais ça remonte à plus loin, mais pas si loin, tu sais, à 60 ans, elle ne l'était pas. Ce qui fait que ça progresse plus lentement. Là, ce que tu vois avant tout quand tu la vois, c'est une madame âgée et très fragile, elle qui était vigoureuse, qui marchait et tout, qui tondait son gazon, qui jardinait. Là, elle est frêle, elle est fragile, elle est essoufflée. Donc, tu vois une dame de 93 ans. Tu vois la vieillesse avant de voir la maladie. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris, Marie-France, à travers ces années-là? Qu'est-ce que tu as appris de ta mère que tu ne connaissais pas à travers la maladie d'Alzheimer? Est-ce que tu as appris des choses? J'ai appris que la méchanceté pouvait te laisser à un moment donné, qu'on pouvait. C'est très drôle parce que ma grand-mère a été atteinte, ma tante a été atteinte et tout le caractère âpre et raide de ces femmes-là était exacerbé par la maladie. Et j'ai toujours pensé que c'est ça qui arriverait de ma mère, elle qui n'était pas particulièrement agréable. Et c'est le contraire qui est arrivé. C'est très, très, très étrange. Tu ne sais pas comment ça peut évoluer. Tu ne sais pas du tout, du tout, du tout comment ça se modifie. Quelqu'un qui la rencontre pour la première fois trouve c'est une gentille madame. Son animosité l'a quittée. C'est vraiment curieux. Donc, la maladie évolue étrangement. Et qu'est-ce que tu as appris de toi que tu ne savais pas ou que tu ne savais pas être capable? Je pense que j'apprends à pardonner. Hmm. C'est un don de soi, la prochaine aidance, hein? C'est vraiment... Et je suis remplie d'admiration devant ceux et celles surtout qui le font, mais vraiment avec beaucoup de courage, d'abnégation et d'amour. Euh, et des fois, pas d'amour, puis beaucoup d'abnégation et qui le font vraiment au quotidien, dans des CHSLD, dans des résidences pour personnes âgées, qui vraiment se dévouent complètement. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'a jamais été mon cas. Et c'est d'autant plus facile depuis qu'elle est dans une résidence avec soins où il y a vraiment tout un personnel qui s'occupe de son Oui, hygiène, de son alimentation, elle de est ses bien. soins, tout Oui, ça, oui. chose que je devais faire auparavant. Donc, c'est beaucoup plus léger pour moi maintenant. Euh, mais ça brasse beaucoup d'affaires intérieurement. Sûr, je veux dire, elle est vivante, ta mère, hein? Elle Ah ouais. existe, elle est dans une maison, c'est pas... c'est autre chose, là, de vivre avec quelqu'un, justement, qui est malade, qui est dans un lieu sécuritaire, qui a tout ce qu'il faut, Ouais. mais elle est quand même là, puis elle habite ton cœur, ta Oui, tête, ta vie, hein? oui. Et c'est fou, tu me disais qu'est-ce que j'ai appris bon, sur moi, sur elle, mais beaucoup aussi sur cette maladie-là.
il y a tout ce débat en ce moment sur est-ce qu'il faut, puis ça a beaucoup habité l'espace public ces derniers mois, est-ce qu'il faut accorder le droit de mourir à ceux qui souffrent, par exemple, de maladies d'Alzheimer? Je pense que oui. Ah oui, l'aide En médicale fait, à mourir, oui. je suis persuadée que oui, si tu en fais la demande. Moi, par exemple, je suis à risque d'être atteinte. Je ne voudrais pas vivre ce que ma mère vit. Je trouve ça d'un ennui et d'une fin de vie difficile. Mais elle a l'air, je ne peux pas préjuger pour elle, elle a l'air bien. Comme je te dis, une couche de mal-être, de malaise et de dureté l'a quittée. Et des fois, tu sais, elle a des chats mécaniques, des chats robots, parce qu'elle ne peut pas avoir d'animal réel Oui. dans l'aire de soins. Et ils bougent, ils ronronnent, ils miaulent, ils sont drôles. Elle en a 2, ils se parlent entre eux, parce qu'un réagit à l'autre, c'est de l'intelligence artificielle. Et elle rit aux éclats. Puis des fois, je rentre dans son appartement, puis je la trouve avec ses chats en train de rire. Puis ça me fait me poser beaucoup de questions sur l'aide à mourir. On ne sait, tu sais, on se dit, ils n'ont plus de vie, c'est effrayant. Je ne sais pas s'ils n'ont plus de vie. Ça me fait me poser beaucoup de questions. Oui, Pour moi, c'est une chose. Mais elle, je la regarde, puis elle n'a pas l'air si malheureuse que ça. Elle a l'air de quelqu'un de 93 ans qui a perdu ses repères, son mari, mais qui me reconnaît, qui reconnaît ma sœur au téléphone, qui reconnaît mon mari. Alors, dans leur tête, nous ne sommes pas dans leur tête. Voilà. C'est vrai. En tout cas, on va lui souhaiter de continuer dans cette douceur-là, à quelque part, puis de partir avec cette douceur-là. Je pense que c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Hein? Ah, vraiment. Et je pense que c'est ce qu'on peut te souhaiter aussi. Je veux te dire un immense merci, Marie-France. Ça a été un grand privilège de parler avec toi, de t'ouvrir, de nous ouvrir ton cœur, ta vie, les tiroirs de ta vie, de ta réalité. C'est un beau privilège, c'est un beau cadeau. Merci infiniment. Merci. Bye bye. Merci. Bye. Hugo a aujourd'hui 21 ans et tout au long de sa vie, sa mère Lynn se disait qu'il y avait quelque chose de pas normal avec son fils. Il a été diagnostiqué plusieurs fois avant d'arriver enfin à trouver ce qui se tramait, ce qui se passait dans la tête de son fiston. Trouble léger du spectre de l'autisme. Lynn Chabot, bonjour. Merci. C'est un beau cadeau de vous avoir avec nous, parce que je sais qu'il y a plusieurs parents qui nous écoutent, qui ont besoin d'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre. Hein. Ça nous réconforte, ça nous rassure, ça nous dit qu'on est normal quand on vit des périodes difficiles. Le diagnostic de Hugo, officiellement, est tombé. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait 13 ans, il s'en allait sur 14 ans. Donc, on parle de l'entrée au secondaire. Là, il est en secondaire 1. Oui, ça a été très long, en fait, parce que son premier diagnostic officiel, puis il l'a encore, là, c'est le TDAH, le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, toutes les 3 composantes, là, hyperactivité, impulsivité, inattention. Puis ça, il a eu ça en 2007, donc il avait 6 ans. Il s'en allait sur 7 ans. En fait, c'était sa 2e année de maternelle. Il a doublé sa maternelle parce qu'il n'arrivait même pas à apprendre l'alphabet, tellement qu'il était en gros déficit d'attention. Et puis... Et je pense qu'à cette étape-là, Lynn, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a eu la médication? Puis ça a beaucoup aidé. Oui, c'est ça. Parce que moi-même, je le reconnaissais pas. Là. Je dis, voyons, mon gars, il n'est pas hyperactif. Tu sais, puis oui, il l'était. Puis avec la médication, là, l'enseignante en maternelle a dit, écoutez, c'est le jour puis la nuit. Là, il écoute, là, il est assis, puis là, il apprend, tu sais. Fait que c'est vraiment pour lui, tu sais, qu'on a pris la médication parce qu'il en avait besoin. Là. Mais vous dites aussi que très souvent, dans son parcours, parce que là, c'est 13-14 ans, là, il est rendu un ado, il est souvent passé sous le radar, votre fils, en fait. On n'arrivait pas à mettre des mots. En même temps, on le sait que les spécialistes n'aiment pas mettre des étiquettes. Oui, c'est ça. Ça a été long à cause de ça, parce que moi, j'étais suivie aussi à Sainte-Justine, parce que
Bon, c'est une histoire longue. Là. Hugo, il est né les pieds beaux, en plus, tu sais, à sa naissance. Là. Ouais. Fait que j'ai déjà passé par Sainte-Justine. Après, à Sainte-Justine, en fait, en 2008, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une maladie physique qui s'est déclarée, qu'il y avait depuis la naissance, mais qui s'est déclarée. Donc, un autre symptôme, je n'en ai pas parlé, là, c'est le syndrome d'Albright, qui fait que c'est un syndrome... C'est le même que le McCune, ça? C'est en 2008, ça. OK, Fait que ça, c'est un syndrome qui a amené à consulter des endocrinologues, des neurologues, parce qu'il est devenu épileptique à cette époque-là. Puis là, mon Dieu, j'avais des rendez-vous à l'hôpital régulièrement. Là, c'était comme très lourd, là, parce que je travaillais à temps plein. Et puis, à un moment donné, juste à cette période-là, j'étais comme « Oh non, j'arrête. » Là, je suis tombée en trouble d'adaptation. Lui ça, bon, il a remonté. Il a été comme 5 jours, presque comateux. Puis, c'est ça, vu qu'on était à l'hôpital, on a consulté une psychologue. Puis, en fait, le premier déclic qui m'est arrivé, c'est qu'en 6e année du primaire, il y avait des signes comme il parlait pas beaucoup aux autres élèves, puis il se promenait beaucoup dans la cour de récréation dehors, puis il ramassait plein de choses. Fait que je me suis dit, il doit avoir un TOC parce que à la fin de son primaire, son casier d'école était plein rempli d'objets, de branches, de roches, de tout ce qu'il pouvait trouver dehors parce qu'il parlait, tu sais, continuellement, il fouillait, il cherchait. Puis en fait, c'était pour diminuer son anxiété parce que les autistes sont souvent beaucoup anxieux. Mais petit, Lynn, là, quand il est né, votre fiston, là, il y avait un trouble de langage, déjà, un retard de langage qui était diagnostiqué. Là, il a commencé à parler juste à 4 ans. Entre 5 et 7 ans, on a fait beaucoup de rendez-vous avec des orthophonistes. Mais c'est quand même incroyable que le diagnostic officiel est tombé à l'âge de 13-14 ans. Ça a été tout un parcours pour vous. Parce que, tu sais... ces réactions d'anxiété, on a regardé si c'était pas un trouble anxieux, ça n'était pas un. Le fait qu'il parlait pas beaucoup aux gens, c'était peut-être lié à un trouble de langage qu'on diagnostiquait, parce que oui, je vous ai pas dit, quand j'ai sorti de l'hôpital avec le diagnostic de TDAH, ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait probablement une déficience légère. Parce que ses résultats au WIS-4, c'est un test qui disait qu'il était comme proche à 20 %. En tout cas, il était proche de la déficience intellectuelle. Moi, je dis, mon gars, il n'est pas déficient. Mais les médecins sont comme, ils m'obstinent. Ils disaient, ben non, on ne voudrait pas qu'il soit déficient. Mais je le sais qu'il n'est pas déficient, tu sais. Parce qu'il fait des choses qu'un déficient ne ferait pas. Mais là, vous le dites, là, spontanément, vous parlez de vous. Là. J'imagine que comme parent aussi, bon, votre fils, là, la liste est longue. Là. Il y avait ça, il n'y avait pas ça, il était de même, il était pas de même. C'est ça qu'on a cherché. Qu'est-ce qu'il y a autre que la déficience? Il y a peut-être un trouble de langage. Mais tu sais, vous, comme parent, là, la culpabilité de se dire, coudonc, on est-tu apte? On est-tu équipé? Est-ce qu'on fait les bonnes choses? J'imagine que vous aussi, vous avez vécu... moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup de livres de la pédopsychologie, là, si on veut. Ça, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, tu sais, avec un jeune qui est comme ça, mais c'est de le faire parce que quand on est fatigué, on n'a pas les mêmes... Puis quand on a moins le temps, parce que je travaille à temps plein, on n'a pas les mêmes aptitudes, tu sais, à bien intervenir auprès de son enfant, tu sais. Ben oui, on n'est pas équipé, non, on n'est pas des... Ça. Moi, je suis plus équipée parce que je suis travailleuse sociale. Mais exactement. Donc, tu sais, je savais un peu ce que je devais faire, mais j'avais pas le temps de le faire pour mon fils parce que je travaillais 35 heures. Puis, je travaillais dans un centre communautaire pour aînés où j'ai travaillé une dizaine d'années. Puis, il y a des personnes qui venaient me trouver parce que soit leur conjoint ou leur mère ou leur père avaient des problèmes, tu sais, puis ils étaient des proches aidants, tu sais. Puis là, je disais, OK, je vais vous dire quoi faire, puis vous allez faire ce que je vais vous dire, puis ça va marcher. Fait que je le disais aux autres, mais j'avais pas le temps de le faire pour moi. Mais ça a été un réveil pour moi. Je me disais, ben là, tu sais, c'est comme, OK, il faut que je le fasse pour moi aussi, là. Mais parlons-en de ça, parce qu'on le dit au passé, vous étiez travailleuse sociale, puis vous avez quitté votre travail finalement parce que vous étiez une travailleuse sociale 24 heures sur 24, finalement. Oui, c'est ça. Au travail, 35 heures, mais chez vous aussi. Oui, mon organisme était financé justement par l'appui des proches aidants. Puis, donc, j'aidais des proches aidants j'accompagnais des proches aidants dans leur histoire, dans leur aventure, dans le développement de pistes de solutions pour eux. Puis, en même temps, c'était pour moi, parce que quand j'ai fait ce travail-là, j'avais pas encore le diagnostic de TSA. Pour Hugo, oui. Mais je me doutais bien que j'étais proche aidante pareil, là.
Mais ça, regardez, je suis curieuse. Ouais. Je savais quand même que j'étais proche aidante. Ben, c'est parce fait qu'on que a le rôle de ouais. maman et on devient aussi une proche aidante. Mhm. Ça, dans votre tête, dans votre cœur, comment ça s'est placé, ça? Ça se plaçait où? Puis comment vous avez géré ça? En fait, ça se place pas, Marina, parce que les proches aidants, souvent, à cause de la tâche qu'ils ont à accumuler, je vous dirais que ça s'accumule. Tu sais. OK, on est l'épouse, on est la femme, on est la mère, puis on accumule tout ça. Puis à un moment donné, on vit beaucoup de frustration parce que c'est pas des choses qu'on conscientise. Ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai fait mon deuxième trouble d'adaptation, un peu, là, justement, suite au fait que, je vous dis, la première fois, c'est quand il y a eu le diagnostic de syndrome d'Albright. La deuxième fois, c'est quand j'ai quitté mon emploi de travailleuse sociale auprès des proches aidants parce que, puis tu sais, ça me faisait beaucoup de peine, là, parce que j'étais attachée aux proches aidants, puis je disais, ben il faut que je pense à moi aussi là-dedans, là. Donc, en quittant, je me suis pas rendu compte, mais j'étais comme sur le bord de l'épuisement professionnel. Mais l'épuisement tout court. Hein? Oui, de l'épuisement. Puis là, ce qui m'a aidé, c'est d'aller voir, parce qu'il faut demander de l'aide. Tu sais, ça, c'est sûr, parce que moi, j'aide les gens. Fait que je le sais que quand on est mal pris ou quand on ne sait pas par où aller, il faut demander de l'aide. Fait que moi, comme travailleuse sociale, j'ai demandé de l'aide à mon CLSC, qui m'a octroyé une travailleuse sociale. Puis elle a fait un peu le ménage avec moi, là. Puis c'est ça bien veut dire parce que quoi, faire du ménage? Dans le fond, c'est un cercle. C'est simple, c'est la roue de qu'est-ce que tu fais. Puis là, je me rendais compte que mère puis proche aidante, ça occupait comme 70% de ma roue, tu sais. C'était comme juste ça, mon univers. Ben, j'avais plus de place pour la travailleuse, tu sais, qu'on veut... Tu sais, quand on veut s'épanouir dans la vie, on veut travailler. J'avais plus de place pour l'épouse, j'avais plus de place pour la femme. La femme, ben oui, c'est ça, tout court. Tu sais, fait que là, je dis, ça n'a pas de sens. Je peux bien être en épuisement. Mais c'est ça, les proches aidants ne s'aperçoivent pas de ça non. parce qu'ils sont dans l'action, tu sais. Mais je vous regarde, Lynn, vous avez des beaux yeux gris-bleus. Et là, depuis tantôt, vous me parlez, vous êtes très emportée, très passionnée, très touchée aussi par tout ça. Vos joues sont roses, oui. roses. Ça, J'imagine que vous le dites, mais c'est le fun de dire ces choses-là, je pense, et de nommer les choses. Vous devez être une femme fatiguée. Oui, je suis très fatiguée. En fait, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidée quand j'ai eu le diagnostic du TSA de mon fils? Là, ben, premièrement, j'étais comme gelée quand je l'ai eu le jour même. Là, c'était comme je ne le réalisais pas. Un choc. Parce que ça, ben, tu sais, j'avais fait toutes les options. On a été vérifier si c'était pas Tourette. On a vérifié si c'était pas Asperger. On a vérifié parce que je voyais bien que mon fils, il était pas juste TDAH, là, tu sais. Puis là, quand ils m'ont dit ça, comme j'avais vérifié Asperger, puis qu'ils m'avaient dit non, votre fils, il cherche à avoir des contacts avec les autres, donc il n'est pas autiste, mais c'est pas ça, là. Donc, le spectre, il est large autiste, aussi, oui, là. il est autiste pareil, là, même s'il cherche quand même, mais il ne sait pas comment faire, puis comme encore un matin, là, puis hier matin... Ah oui, ce matin, là, hier matin, qu'est-ce que vous avez vécu? C'est-à-dire qu'il y a un programme qui suit avec Autisme sans limite, puis il faut qu'il soit à 10 heures dans une rencontre Zoom avec un groupe, tu sais, mais il ne se lève pas. Il se couche tard, il se lève pas, tu sais. Puis là, ben là, gars, t'as une responsabilité, il faut que tu sois là. Puis là, c'est comme, là, il nous descend, là, tu sais, tais-toi, laisse-moi tranquille, nanana. Il collabore pas beaucoup, mais c'est pas toujours, là, ça, c'est parce qu'il est fatigué, lui aussi, tu sais. Il est fatigué parce qu'il se couche pas. Tu sais, ça fait que c'est l'autonomie qui est longue, là. Mais quand même, quand on regarde votre parcours, votre fils, oui, il a été dans une classe adaptée, hein, tout ça, mais d'adaptation, mais il a fini son secondaire. Oui. Enfin, je veux revenir là-dessus parce que j'étais partie sur l'idée de dire, en fait, qu'est-ce qui m'a aidée après le diagnostic, c'est le lendemain, je pleurais, tu sais, je me levais, je pleurais, puis là, c'était tellement triste, là, toute cette journée-là, puis je devais travailler avec le travail que j'avais auprès des proches aidants. Mm-hmm. Puis là, je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, écoute, Lynn, tu dis à tes proches aidants d'être en contact avec leurs émotions. Bien, ouais. Toi-même, il faut que tu sois en contact avec ton émotion. Là, tu as une tristesse. À cause de quoi qu'elle est là, cette tristesse-là? Fait que ça m'a pris comme la journée à voir pourquoi j'étais triste, puis qu'est-ce qui faisait que j'étais triste. Parce que là, c'est les deuils. Ben, en fait, c'est beaucoup de deuil, là. C'est le deuil de dire que, bon, je sais que je vais être avec lui une longue période du reste de ma vie, tu sais, si c'est pas tout le reste de ma vie. Il ne pourra pas être comme les autres enfants, c'est-à-dire difficulté à se faire des amis. Est-ce que je vais pouvoir être grand-parent, grand-mère un jour? Je vais-tu pouvoir avoir une liberté de dire, bon, ben là, je suis bientôt à ma retraite, qu'est-ce que je peux faire à ma retraite? Peut-être pas, tu sais. Installer mon fils dans son appartement, son installer premier mon appartement, fils, sa blonde, sa première maison. Il va-tu avoir une blonde? Il va-tu avoir des enfants, etc., tu sais? Ouais.
Fait que là, j'étais un peu triste de ça. Puis là, je me suis mis à sa place. Puis là, je me suis dit, moi, serais-tu capable de vivre comme il vit? Je suis pas sûre que je serais capable. Pourquoi? Ben, il est tellement persévérant, mon gars. Je pense qu'il est plus persévérant que moi-même, tu sais. Il est très persévérant. Puis là, je me suis dit, OK, si je me branche sur sa force à lui, donc la persévérance, je vais être capable de l'accompagner là-dedans. Puis il me le démontre, là, tu sais, il a fini son secondaire régulier. À un moment donné, en secondaire 3-4, il se mettait à bégayer parce qu'il avait un peu bégayé à plus ou moins dans sa vie, là, tout le long de sa vie. Puis c'est en situation de stress, il bégayait. Puis finalement, il a dit, moi, j'aimerais ça régler ce problème-là. Puis il a réglé son problème. Il a consulté pendant 6 à 8 mois l'Institut Raymond Dewar, puis il a réussi à plus bégayer. Il est fort, oui, il est votre fort. fils, Fait que ça m'aide, là. Tu sais, je dirais aux parents, mais branchez-vous sur les forces, parce que c'est pas vrai que, tu sais, parce que tu as un enfant diagnostiqué comme ça, ou même une personne aidée qui a de la difficulté, tout le monde a des forces. Ouais. Fait que... Qu'est-ce que vous diriez, Lynn, qui a été les plus grands défis, je dirais? Tu sais, je sais pas, moi... Votre fils, il est quand même grand là aujourd'hui, mais tu sais, le diagnostic. Ben, d'abord, toutes les années de recherche pendant 13 ans, là, ça a dû être... en fait, ça a été 7 ans, vraiment 7 ans, entre le diagnostic de TDAH puis le TSA qui est tombé. Ça a pris 7 ans, mais pendant ce temps-là, je cherchais. Donc, les plus gros défis, ça a été de chercher, de finalement trouver le choc d'avoir finalement un diagnostic. Ouais. Et plus les années avancent... Puis aussi, le défi, ça a été de finir son secondaire parce que c'était quand même pas facile. Il y avait beaucoup de difficultés en français puis en anglais. Puis là, on l'a accompagné. Moi, je l'ai accompagné beaucoup là-dedans. Là, c'est comme toutes des couches de fatigue qui se rajoutent, là, tu sais. Parce que, veux pas, ça demande de l'énergie. Puis je l'avais pas toujours, cette énergie-là. Mais en même temps, Lynn, aujourd'hui, votre garçon, il a 21 ans. Oui, il s'en va sur ses 21 ans, là, dans moins d'un mois. Ouais. Donc, il a fini son secondaire. Là, il est rendu où par rapport à la suite des choses? Est-ce qu'il essaie d'apprendre un métier? Là, en fait, ce qui nous aide pas beaucoup actuellement, c'est qu'on n'a pas de service du programme DI-TSA, là, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. On a commencé à en recevoir, mais Hugo n'était pas prêt à recevoir. En fait, il n'était pas prêt à se mobiliser. Il ne comprenait pas les enjeux. Là, depuis 2 ans, je vous dirais, depuis qu'il a fini son secondaire, il commence à comprendre que papa et maman ne seront pas toujours là pour lui parce qu'il prend conscience qu'on vieillit. Il dit « Hey, vous êtes vieux, hein? » Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, il commence à être conscient de ça. Puis à un moment donné, il a écouté un film. Mon gars doit être sensible comme moi. Puis là, c'était l'histoire d'un jeune qui perdait ses parents. Puis là, il est sorti du film, il était voir son père, mon mari. Puis là, il dit, en pleurant, « Vous allez mourir un jour! » Tu sais, puis c'est comme, on dirait que ça l'a comme réveillé. Puis là, il commence, tu sais, là, on dit, ben écoute, Hugo, on sera peut-être pas toujours dans notre maison, là. Ben il dit, ça va être à moi, la maison. Au début, tu sais, il y a 2 ans. Ça va être à moi, c'est moi qui vais habiter ici. Ben là, tu sais. Puis je vais m'occuper de vous autres. Il y a une grande immaturité encore. Ouais. Mais là, il commence à prendre conscience que, ben il faut qu'il nous aide un peu plus, tu sais, des tâches à faire dans la maison. Il en fait un peu, mais il en fait pas assez. Puis là, on est rendu ils appellent ça la transition vie active, transition école-vie active, c'est-à-dire après l'école, il y a la vie active. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis à ça, il répond pas rien. Il ne sait pas. Il comprend pas c'est quoi ton projet d'avenir. Il comprend pas ça. C'est quoi un projet d'avenir? C'est quoi l'avenir, tu sais? Puis une autre étape, Lynn, veut pas, c'est qu'il faut penser aussi à une possible séparation de vous. Oui, on va aborder ce sujet-là. Lynn Chabot, qui est maman de Hugo, 21 ans, qui vit, lui, avec un trouble léger du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, on le disait juste avant la transition, Lynn, vous dites que dernièrement, il a écouté un film, il commence à réaliser que vous vieillissez. Il a écouté un film où les gens mouraient, puis il est sorti de la pièce quasiment en pleurant, en disant « Vous allez mourir un jour? » Puis vous dites « Ben oui, et effectivement, mais... » on sera peut-être pas non plus toujours dans cette maison-là. Et là, lui pense qu'il voudrait garder la maison et que vous pourriez habiter avec lui. Mais tout ça, c'est peut-être pas réaliste. Non. Alors, vous devez penser, j'imagine,
à la suite des choses. Oui, puis ça, je vous dirais que c'est un peu abstrait encore. Ouais. C'est paradoxal parce que, il y a 2 semaines, j'étais chez mon dentiste. Puis moi, j'ai dit, idéalement, j'aimerais ça prendre ma retraite dans 1 an, 2 ans. Ben, je dis 1 an, tu sais, parce Là, que vous avez 60 ans. J'ai 60 ans, oui. Ouais. Ben, je suis fatiguée, là. Tu sais, faut que je prenne ma retraite bientôt. Puis là, la secrétaire me dit, « Ah, avez-vous une date l'an prochain? » Une date. Là, ça m'a figé comme question parce que, tu sais, j'ai-tu une date? Même si je donne une date, je pense pas que je vais être à ma retraite parce que je vais avoir mon gars à m'occuper, tu sais. C'est ça, hein? Fait que C'est pour vous, c'est comme planifier, vous serez... je m'en vais 2 semaines faire le tour de la Gaspésie. On peut pas partir de même, là, tu sais. Mais Donc, vous avez aucune aide, aucun service non, ben en fait, aujourd'hui, là, des camps de jour, on était jeune, quand Hugo était jeune, il a été dans les camps de jour, on avait l'aide du service répit à la famille, oui, là, du sûrement, CLSC. oui. Mais aujourd'hui, comme adulte, il n'y a pas des on centres? pouvait le placer dans un camp de jour, un camp de vacances, même une fin de semaine, puis on partait. Aujourd'hui, on n'a plus cette aide-là. Puis nous, comme je vous ai dit, j'ai coupé mes heures de travail, donc on n'a pas un gros revenu familial. Ouais. Puis on n'aura pas non plus une grosse pension, tu sais. On peut pas dire, OK, je m'en vais 2 semaines, puis je vais le faire garder une semaine. Ben, tu sais, Hugo peut rester seul 24 heures, mais pas ben plus, là, tu sais. Oui. Sinon, il nous appelle, il sait pas se faire à manger encore, il sait pas s'occuper d'une maison, tu sais, il est trop jeune encore aussi. Mais moi, quand je pense, Lynn, justement, à Véronique Cloutier, Louis Morissette, la Fondation Véro et Louis, avec les maisons, ils en ouvrent une là, tout prochainement, et le plan, c'est d'aider les municipalités à en bâtir. Hein. Eux, ils ont fait la première, là, ils ont fait la Bible de ça, puis leur but, c'est d'inspirer les autres et aider les autres à en construire davantage de ces maisons-là. Ça pourrait être une solution. Ça serait pour une vous. avenue, oui, ça serait soit une chambre ou un appartement supervisé dans lequel, tu sais, Hugo, s'il y avait un problème... Eux, c'est l'appartement, là, je veux dire, ils vivent là, en il communauté. irait là, voir quelqu'un, tu sais, il ne serait pas juste « Papa, maman, venez m'aider ». Ça, oui, puis même que là, tu sais, je veux m'impliquer dans un conseil d'administration d'un organisme communautaire parce que je sais qu'il y a des organismes communautaires aussi qui veulent partir de telle maison. Il en faut plus, tu sais, puis moi, je serais prête à m'investir parce que ça peut être aussi long que 10 ans, là, de l'idée de la conception jusqu'à temps que la brique soit posée. C'est maintenant qu'il faut y penser parce que vous me disiez en arrivant... Je parlais avec des familles, eux autres, ça fait 30-35 ans que leur enfant autiste est avec eux, sont rendus âgés, ils ont 75-80 ans. Faut y penser. Puis, tu sais, plus ils sont vieux, plus ça se cristallise dans le sens où, c'est sûr qu'à 30 ans, 35 ans, un autiste a une vie, puis il sait, c'est pas des idiots, là, ceux qui sont pas déficients, ils savent, tu sais, même ceux qui sont déficients sont pas des idiots, tu sais, ils savent c'est quoi leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, puis là, quand le parent dit, ben là, il faut que tu te lèves là, il faut que tu fasses ci, là, il faut que tu fasses ça, c'est sûr que c'est lourd pour eux, là, tu sais. Puis moi, je veux pas tout le temps être là puis à dire quoi faire parce qu'on le fait déjà, puis c'est exténuant, là. Exténuant, c'est le bon mot. Oui. C'est le bon mot. Quand vous pensez à lui trouver un endroit où aller vivre, Lynn, c'est quoi le sentiment qui vous habite? Ben, moi, j'espère qu'il va être heureux dans un tel endroit, mais Hugo, tu sais, en tout cas, lui, comme son diagnostic d'autiste fait que dans le visuel, il est très fort, tu sais, au niveau visuel. Puis donc, en mathématiques, il était dans les mathématiques fortes à 90 %, il réussissait bien. Puis dans le verbal, en fait, dans le non-verbal, il est très fort. Dans le verbal, il est très faible. Fait que, tu sais, quand on lui a dit, c'est quoi, il y a 2 semaines, oui, Hugo, tu sais, justement, pour Autistes sans limite, ils ont un programme pour aider à travailler l'autonomie des autistes. Puis on a dit, Hugo, ça serait bien pour toi, tu sais, tu vas pouvoir rencontrer des jeunes comme toi puis discuter avec eux, tu sais. Puis lui, il voulait pas parce qu'il dit, non, il dit, je veux pas à cause de mon arbre. Mon arbre. C'est quoi le lien entre l'autonomie puis ton arbre? Parce que quand il avait 4-5 ans, il a planté un sapin à côté de la maison. Oui. Parce que pour lui, autonomie, ça veut dire il sera plus dans la maison puis il aura plus son arbre. Ben ça n'a pas le rapport, là, tu sais, de toute façon, tu vivras jamais ici tout le temps, tu sais, peut-être. Oui. Tu sais, il y a des choses qui tiennent, puis c'est comme, ça se cristallise dans des idées comme ça. C'est rigide, hein, il y a une rigidité, oui. Ben en fait, la rigidité est là parce que, tu sais, pour lui, c'est
c'est changer les ça enlève choses. l'anxiété. Oui, s'il y a de l'anxiété, ça fonctionne pas. Ça le rassure, c'est ça. Oui. Fait que c'est pas, si on arrive à le convaincre, il y a des choses qu'on peut faire pour arriver à le convaincre. Comme on lui a dit, par exemple, OK, si tu veux nous aider à vivre dans la maison, parce que la maison, le terrain est grand, on n'est plus capable de s'en occuper tout seul, il faut que tu nous aides. Ça, il a compris. Il y a des choses, si on lui explique, il comprend, mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, le processus est débuté. On ne sait pas comment ça va aller, où ça va aller, mais c'est sûr que nous... il faut s'activer. Mon conjoint a 65 ans, il est à sa retraite officiellement. Oui. Là, puis, il faut passer à une autre étape. Êtes-vous d'accord pour dire ça? Oui, tout à fait. C'est ça. Hein, puis là, tu sais, avant, moi, ce qui me stressait, c'est auparavant, il y a 2 ans, je me disais, quand il a fini son secondaire, OK, je me donne 3 ans, il va être capable de cuisiner, il va être capable de faire la vaisselle, il va être capable de faire la lessive, il va être capable de tout faire. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça parce que ça prend plus de temps que ça. Il faut en fait qu'ils veulent. C'est qu'on ne sait pas le temps que ça va prendre. Oui, puis il faut qu'ils veulent, il faut qu'ils soient volontaires puis qu'ils comprennent pourquoi. Fait que là, je me dis, bon, tu sais, je me laisse un laps de temps. Je ne dirais pas combien de temps parce qu'il va sûrement écouter l'émission puis il va dire, le petit ratoureux, « Ah, elle me laisse tant de temps, fait que j'ai le temps. » Vous pensez, Ah oui, il est très intelligent, mon gars. Tu sais, comme nous, on voulait couper Internet parce qu'il se couchait à 4 heures du matin. Il a fait son secondaire, il se couchait à 4 heures, il se levait à midi. Fait qu'on lui a dit, on va couper Internet à partir de 2 heures. Fait que là, il dit à la travailleuse sociale, mes parents m'ont coupé l'Internet, mais il dit, c'est pas grave, je l'ai sur mon téléphone, tu sais. Ah oui, c'est sûr qu'il est brillant. Hein? Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'était pas un déficient, tu sais. Malgré le fait que vous êtes encore dans le processus avec Hugo, tu sais, je veux dire, faut penser à demain, faut penser à vous, en fait. Je sais qu'il y a plein de familles qui nous écoutent, il y a plein de parents qui nous écoutent, puis je pense que ça nous intéresse toujours de savoir comment on fait. Tu sais, je vous écoute depuis tantôt. Comment vous faites? Qu'est-ce qui fait qu'on tient bon, Lynn? Ben moi, comme je vous ai dit, la première chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me concentrer sur ses forces. Parce que, tu sais, quand mon sentiment de tristesse, des fois, je suis encore triste, mais quand mon sentiment revient, ben tout de suite, je me branche sur la force parce que c'est comme ça que je l'avais mis. Puis hier, avec le groupe de parents à Maison de l'autisme, on a un groupe de support. Puis il y a un parent qui est à peu près un petit peu plus jeune que moi. Son fils est 5 ans plus jeune aussi. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est... il ne faut pas penser que notre jeune va rester comme il est actuellement. Dans 5 ans, il va être un autre jeune. Tu sais, il va progresser. Bien sûr. Parce que Hugo, même depuis qu'il est petit, c'est juste il a progressé. Il progresse pas comme la majorité, si on veut, mais il progresse. Oui, c'est ça. Fait quand même. dans le fond, en se basant sur ça, puis en sachant que, tu sais, il va toujours y avoir du progrès. Même des déficients intellectuels, ils ont du progrès, tu sais. Fait que même si c'est petit, puis si ça prend du temps, ben ça va venir. Découragez-vous pas, comme elle disait la Bolduc. Vous êtes formidable. Lynn Chabot, merci tellement d'être venue nous rendre visite, de nous ouvrir comme ça votre cœur de maman, votre cœur de proche aidante auprès de votre fils Hugo. Merci pour votre force, votre courage, parce que à vous écouter, ça nous en donne beaucoup. Fait que je vous dis un immense merci. Ben merci de m'avoir invité. Comme proche aidant, de penser même de se séparer de la personne que l'on aide, que l'on accompagne, c'est vraiment une étape qui porte son lot d'émotions. Avec Magali Dumas, directrice générale adjointe, nous allons tenter de décortiquer et de mieux comprendre ce que vivent les proches aidants. Magali, bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir. On parle souvent, c'est facile de parler des aînés, par exemple. Hein? Madame a 78 ans, s'occupe de son mari qui est malade, lui a 85 ans. Ça, c'est assez évident, là. Il y a un scénario clair. Mais en même temps, je trouve que c'est important de le dire puis de le répéter, Magali, que ça s'applique à toute forme de proche aidance. Un parent avec son enfant, comme Lynn, avec qui on parlait tout à l'heure avec son fils Hugo, ça s'applique à toute forme de proche aidance, en fait. Et en préparant notre rencontre, ça m'est venu spontanément le mot culpabilité. Ça doit être l'émotion qui est la plus fréquente, la plus naturelle, la plus forte, je pense. Hein? Ben, en fait, vous avez raison. Chez toutes les personnes proches aidantes, le premier sentiment qu'en relation d'aide, on va aller essayer de capter, de travailler, puis qui est le plus fréquent chez les personnes proches aidantes, c'est définitivement la notion de culpabilité et à la fois
l'état que ça génère, c'est celui d'une hypervigilance, d'une surprésence, de tasser les choses autour. Et c'est là qu'on rentre dans une spirale et dans un engrenage où les choses autour de nous, on s'en occupe plus de la même façon. Il y a juste moi qui peux faire ça. Exact. C'est moi qui va s'en occuper. Exact. Il veut juste moi, il veut personne d'autre. Et ça, c'est un enjeu important de la séparation, excessivement important, parce qu'il y a 2 craintes là-dedans. Il y a la crainte, premièrement, la culpabilité de dire, j'abandonne, qu'il y a une forme d'abandon là-dedans de l'autre, ce qui n'est pas le cas, mais les proches aidants le pensent tout de même. Le jugement. Le jugement des autres, de la famille. Ça, c'est fort, hein? Et de la personne soutenue aussi. Elle veut pas tout le temps partir. L'aider, non. C'est difficile. Faut s'amener comme proche aidant, mais il faut aussi amener notre aidé dans cette démarche-là. C'est une responsabilité immense, puis c'est accompagné d'une pression incroyable. Incroyable. Puis déjà, on se la met comme personne proche aidante. L'aider nous en met, parfois l'entourage. Et dans d'autres scénarios, c'est complètement une photo différente. Tout le monde s'enligne vers la même direction. Il y a un certain partage des rôles et des tâches. Donc, il y a autant d'histoires de proche aidance qu'il y a de personnes. Il y a autant d'histoires de famille. Absolument, des histoires de famille. Puis c'est vrai dans n'importe quelle cause sociale. Hein. On évolue dans un milieu. Notre famille, notre bulle, puis on évalue dans un milieu. Est-ce qu'on est en milieu rural? Est-ce qu'on est en milieu urbain? Est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes? Est-ce que mon réseau de la santé déploie beaucoup de services? Est-ce qu'il y a des milieux d'hébergement? Est-ce qu'il y a des ressources? Je pense beaucoup aux parents. On pense aux maisons Martin-Matt pour les traumatisés crâniens. Oui. Véro et Louis qui s'en vont avec une maison aussi. Les adultes. Il n'y en a pas partout. Il y a des maisons Gilles Carle, mais on en compte encore sur les doigts de nos mains et de nos pieds. Donc, des fois aussi, il y a comme une espèce de mur qui se dresse devant nous parce qu'on regarde les solutions rapides, puis on évalue ce qui est autour de nous, puis on fait comme « Oh mon Dieu, il y a peut-être pas de solution. » Mais il y a aussi, Magali, je pense que de toute façon, il n'y en a jamais. Il n'y a jamais de moment idéal pour faire ça. C'est pas quelque chose qu'on veut faire. On veut garder notre monde chez nous. Notre monde veut le rester chez eux. Mais à un moment donné, ça se peut plus. Mais vous dites, c'est important de connaître, mais surtout d'écouter nos limites. Et ça nous joue des tours. Bien, c'est primordial. Les proches aidants, je les appelle... souvent des superwomen puis des superman. Ils mettent leur cape, ils mettent leur masque, puis sont en mission, mais ils s'oublient complètement. Parce que la mission peut durer 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Là. Elle a souvent, en fait, puis d'ailleurs, c'est un problème quand les gens se disent « Ah, je vais le faire 2 ans. » Puis là, il va le faire 3 ans. Parfois, ils se fixent des objectifs, mais qui sont complètement irréels, ou au contraire, ils ne fixent jamais d'objectif jusqu'à temps qu'ils attrapent le précipice. Puis il faut être honnête, puis il faut être réaliste en se disant qu'il y a des gens qui peuvent faire ça pendant 30 ans, puis il y en a qui peuvent le faire que 6 mois. On n'a pas tous les mêmes limites. Puis ça aussi, il faut s'octroyer ce droit-là. Là, tout ce que je dis, c'est facile à dire. Hein? C'est facile de dire ça. C'est pas la même chose dans la réalité. Bien, de l'importance... Parce qu'en fait, le moment de la réflexion sur la séparation, il faut l'avoir le plus tôt possible pour que ça se passe le plus sereinement possible. Ouais. Je vais quand même prendre l'exemple des personnes aînées, dans la mesure où quand même au Québec, on fait piètre figure sur plusieurs choses. Tu sais, le testament, les mandats d'inaptitude, toutes ces choses-là qui sont peu préparées. Puis là, c'est quoi, c'est moins de 2 %? Les directives médicales anticipées au Québec, c'est moins de 2 % des Québécois. Les gens qui ont des mandats d'inaptitude prêts à être homologués, c'est une minorité aussi de personnes au Québec. Donc, on n'est pas talentueux pour ça. Non, on n'aime pas ça. On ne veut pas parler de ça. Ouais, de la faim, de la retraite, de la mort, de tout ce qui vient. Les Québécois, on est des gens de party, on aime la famille, fait qu'on... On a de la difficulté à projeter parfois, c'est parler de la mort, c'est pas le fun. Il paraît que du côté de nos voisins canadiens anglais, c'est différent. Eux autres sont meilleurs que nous. Ils sont vraiment meilleurs que nous. Qu'est-ce qui fait ça? La culture? C'est quoi la façon qu'on est élevé? C'est quelque chose qu'on nourrit tout au long de notre vie? Je suis pas sociologue, mais ce serait difficile de penser que la question judéo-chrétienne n'a pas à voir là. Surtout d'aimer son prochain, de prendre soin de son prochain. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Donc, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose d'ancré en nous où ces choses-là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on se dit, qu'on les prépare ou qu'on les prépare pas, on va y arriver.
Sauf que c'est un mauvais réflexe. Ouais, C'est un très mauvais réflexe. Et quand on parle de préparer, comment on prépare ça, Magali? Mais en fait, je vais essayer de prendre plusieurs exemples. Je vais prendre l'histoire de parents avec un jeune enfant autiste qui ont la chance, peut-être la chance, contrairement à Mme Chabot, de le savoir plus tôt dans le parcours de leur enfant. Bien, il faut commencer à penser à ça au moment du plus jeune âge possible parce que notre objectif, c'est de l'amener à cette autonomie-là quand l'autonomie est possible. Sinon, c'est de donner d'autres clés, c'est de travailler avec des partenaires du milieu, d'aller chercher des services dans les organismes communautaires. De s'arranger pour mettre notre enfant dans un contexte d'autonomie qui va l'accompagner. Absolument. Et miser sur ses forces puis le faire évoluer. Et ça, bon, on parle maintenant des troubles du spectre de l'autisme, mais si je pense à la déficience intellectuelle, où il y a des limitations qui ne vont pas s'améliorer dans le temps, notre enfant est comme ça, mais de l'importance justement d'aller socialiser dans des groupes, d'aller dans des groupes communautaires, d'avoir des groupes d'échange pour entendre l'histoire des autres parents, des autres familles. Quelle clé? Il y a toujours quelqu'un qui a passé où on s'apprête à passer. Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui a fait ce chemin-là. Et le pairage entre aidants, c'est une des meilleures solutions. Il n'y a pas un professionnel qui peut accoter ce que notre père va nous dire. Entendre son histoire de vie, voir quelle solution il a trouvée, c'est souvent par là que les proches aidants s'ouvre des fenêtres de possibilités. Puis c'est important aussi d'avoir des fenêtres de possibilités. Ben oui, mon parce Dieu, qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi, qui veulent pas les voir. Là, ça fait peur, la séparation. On met un enfant au monde, oui, pour s'en occuper, oui, parce qu'on veut qu'il soit autonome. Mais quand on sait qu'il n'est pas autonome et qu'il ne le sera pas... Donc, il faut aller chercher des outils pour Vraiment. nous aider à mieux l'aider. Et je trouve ça intéressant parce qu'on dit aussi que l'approche aidance ne s'arrête pas à l'hébergement. Elle change. C'est pas parce que on va placer la personne qu'on aide qu'on n'est plus des aidants, là, qu'on n'est plus des proches aidants, puis qu'on n'existe plus, puis qu'on n'est plus présent dans la vie de cette personne-là. Et s'il y a quelque chose à tirer de positif dans la pandémie qu'on connaît en ce moment, c'est la reconnaissance de ça. En milieu d'hébergement, quand on vu dans les CHSLD, quand les proches aidants n'ont pas pu rentrer pendant 2 mois, il y a eu l'hécatombe de soins, il y a des gens qui n'ont pas été nourris, il y a des gens qui n'ont pas été lavés. On l'a vu dans d'autres services, des maisons de soins palliatifs, des maisons, des milieux de vie pour des personnes en perte d'autonomie, de tout âge, de tout genre. On a vu que la présence des proches aidants était non seulement significative pour la personne, mais elle est significative dans notre organisation de la vie. Ouais. Donc, non, absolument pas. La proche aidance ne s'arrête pas à l'hébergement, pas plus qu'elle s'arrête au décès par ailleurs, ça étant un autre sujet. Mais non, ça ne s'arrête pas, ça se transforme, mais ça ne s'arrête pas, vraiment. Mais c'est chargé d'émotions parce qu'on peut avoir l'impression qu'on n'est plus utile, qu'on n'a plus besoin de nous, puis alors qu'on a été des Superman, Superwoman avec notre cape puis nos lunettes, puis qu'il y a juste moi qui veux, puis moi, je vais tout faire pour lui ou pour elle, puis c'est du 24 heures sur 24, puis personne ne peut rentrer vraiment. On se rend pas compte de ça, mais c'est ça, hein, le parcours. C'est ça. Puis d'ailleurs, quand on accompagne, entre autres, au service info-aidant, des gens dans cette période de transition-là, on les met en garde. En fait, on essaie de leur faire voir qu'ils vont avoir des émotions très mitigées une fois l'hébergement fait. Il n'y aura pas de bonne réponse pour eux. En partie, oui, c'est-à-dire si notre proche est bien traité, qu'on le sent, qu'on le voit, on va être rassuré. Mais ça va aussi créer « Oh my God, il y a quelqu'un qui peut être aussi bon que moi avec mon enfant. » Oui, puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on veut ça, mais quand on est face à ça... Quand ça arrive, c'est douloureux. C'est douloureux, puis c'est normal. Absolument. C'est ce que vous dites, c'est normal d'avoir ces pensées-là, ces sentiments-là. C'est ça le parcours, c'est ça l'évolution aussi. Puis quand ça va pas comme on voudrait dans ce milieu de vie-là, ben là, on sait que j'aurais jamais dû faire le mouvement, il était tellement mieux à la maison. Fait qu'il n'y en a pas de bonne réponse. Comment vous allez interpréter la façon? Bien, c'est justement, nous, ce qu'on enseigne aux proches aidants, c'est de dire, soyez prêts à tout, accueillez-le, accueillez l'émotion que ça va susciter, mais... Qui est normal. Donnez-vous ce droit-là de penser à des affaires qui, peut-être, dans votre tête, c'est honteux de penser ça ou c'est honteux de me sentir comme ça. Un autre volet que je trouve très intéressant, c'est réapprendre à s'occuper de soi. Vous dites redevenir un humain à part entière. Ça aussi, c'est une autre étape. On parle souvent de la préparation à la retraite. On invite les gens à se préparer à la retraite parce que vous allez voir, quand votre semaine, tout d'un coup, de 40 heures, va se réduire à « Mon Dieu, j'ai des loisirs », ça paraît super bien quand on le regarde de l'intérieur de notre vie active. « Oh my God ». Mais quand on s'y rend,
Si on n'était pas préparé, que va-t-on faire de tout ce beau temps-là? Puis c'est la même chose. C'est la même chose. On peut faire le même parallèle. C'est un très bon exemple, je trouve. C'est la même chose. Puis il faut penser à ces choses-là, puis ultimement, pas juste quand le moment de la séparation survient. Si on s'est oublié comme personne proche aidante tout au long de notre parcours de proche aidante, qu'on n'a pas conservé des moments pour se valoriser soi, qu'on n'est pas allé chercher des services qui vont nous permettre, si on tripe sur les quilles, d'aller aux quilles tous les samedis soirs parce que c'est ça qui nous nourrit. Si on a oublié tout ça, ça va être d'autant plus difficile à cette période-là. Fait que tout ça est une histoire de trajectoire. Tout ça nous parle de l'importance que quand on se reconnaît comme personne proche aidante, à l'année, quand on utilise un miroir pour nous faire reconnaître aussi qu'on est personne proche aidante, toutes ces réflexions-là se bousculent, mais plus on a de temps pour les comprendre, en discuter de chacune de ces étapes-là, prendre le temps de les traverser, de vivre les émotions. Puis quand les émotions sont passées, on est à tête plus reposée. Ça ne veut pas dire que tous les scénarios qu'on s'est faits vont se produire. Parce qu'il est arrivé XYZ, on pensait à l'hébergement dans 5 ans, ça s'est précipité, c'est l'année prochaine finalement. Ça se peut que vos scénarios, en fait, il y a des bonnes chances que vos scénarios ne fonctionnent pas, mais vous allez être capable de gérer le fait qu'ils ne fonctionnent pas. Oui, c'est parce que vous avez entendu un plan B, un plan C ailleurs, vous avez entendu un plan B en quelque part d'autre dans un groupe, vous en avez discuté des options. Fait que quand le plan A, il part, mais c'est souvent ça qui arrive à la retraite. Hein? Les gens arrivent avec un plan A, ils n'ont fait aucun autre scénario. Donc, si le plan A ne fonctionne pas, c'est l'hécatombe. C'est la même chose pour les personnes proches aidantes. Il faut essayer d'avoir le jeu de cartes le plus complet possible pour s'assurer que si ce n'est pas cette main-là, ce sera la prochaine qui sera gagnante. Oui, puis l'hébergement, ça peut être quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif, autant pour l'aider que pour l'aidant. Ne sont pas rares les histoires où les aidés... Et peu importe qu'on parle d'aînés, de vieillissement, qu'on parle d'autisme, qui gagnent en autonomie dans le milieu de vie, qui retrouvent des personnes qui ne parlaient plus, qui se remettent à parler. Parce qu'ils ont les ergothérapeutes et tout le monde autour d'eux pour les aider à améliorer. Exactement. Puis souvent, quand on est aussi dans un certain stade de proche aidant, on est fatigué. Fait qu'on les fait plus forcément, ces activités-là. Puis c'est bien correct, là, mais on les fait plus. Absolument. Et là, on retrouve toute cette stimulation-là. Et finalement, c'est bon pour le proche aidant et pour l'aider à terme. Tout le monde. Magali, merci tellement. Écoutez, je vous le dis à chaque fois, mais allez chercher de l'aide, se faire accompagner. Il y a la ligne info aidant, vous le savez, 1-855-852-7784. Magali Dumas, merci beaucoup. Mon plaisir, merci. Des histoires de proches aidants, il y en a des milliers partout au Québec, partout dans le monde en fait. Chacune de ces histoires-là porte ses difficultés, évidemment, ses défis, ses moments de joie, parce qu'il y en a des moments de joie et de grâce, et également de tristesse. Nous serons tous un jour le proche aidant de quelqu'un ou l'aider d'un proche aidant, et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. J'espère que les témoignages entendus aujourd'hui auront su vous informer, évidemment, vous guider, vous rassurer, mais plus que tout, vous inspirer à aller chercher de l'aide surtout. Vous vous êtes peut-être reconnu, très certainement en fait, ou vous avez peut-être reconnu quelqu'un de votre entourage, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à contacter l'appui, on le sait, info-aidant-à-l'appui.org via le téléphone aussi, 1-855-852-7784. Les conseillers et les conseillères sont là pour vous écouter. Je pense qu'on a besoin d'être écouté et vous accompagner vers les ressources qui sont disponibles dans votre région, puis des ressources, il y en a. Alors, si vous souhaitez aussi partager votre expérience de proche aidant, au appuibalado.ca, il y a une section « Témoigner de votre expérience », ça nous intéresse. Et dans le prochain épisode, nous parlerons des milieux d'hébergement, un beau sujet. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. En fait, votre balado. Bye bye!